Bonsoir Eric. Salut Jinkyo. Dans cette vidéo, tu vas revenir sur un thème très important qui est le stress, en nous demandant ce soir si le stress peut carrément nous rendre malades. Je te laisse la parole. Ok, merci. Alors, cette petite vidéo fait suite à un article que j'avais fait sur Facebook, que j'ai fait sur différents sites et qui a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de gens ont liké parce que, évidemment, que quand on parle de stress, euh, ça intéresse beaucoup de monde parce que beaucoup de gens sont concernés par l'excès de stress. Et j'ai expliqué de manière courte et concise quels étaient les mécanismes du stress. Et après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais je vais faire ça vraiment dans une petite vidéo qui n'a pas besoin forcément d'être beaucoup développée. À quoi ça sert le stress? Le stress, c'est une stimulation qui nous permet de faire face à... alors, je parle du stress aigu, du stress de phase 1, qui est une réaction d'alarme, même s'il y a plusieurs définitions du stress. Mais là, c'est le stress où on doit réagir. On doit réagir. Par exemple, un animal qui voit un prédateur, un chevreuil qui voit un lion, il est en état de stress. Eh bien, cet état de stress, il va falloir qu'il ait de l'énergie pour pouvoir courir et se sauver. Donc la phase 1, c'est la phase de sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Ces deux hormones sont sécrétées par les médullosurrénales. Alors les médullosurrénales, c'est à l'intérieur des surrénales, et les corticosurrénales, c'est des sécrétions qui ont lieu au niveau de l'écorce, c'est-à-dire de la partie extérieure. Alors, face au stress, les hormones adrénaline et noradrénaline sont libérées par l'organisme via la glande médullosurrénale. Elles augmentent la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le rythme respiratoire, provoquent une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Tout ça pour favoriser l'organisme à la fuite ou au combat. Voilà. On n'est plus à l'époque des premiers hommes, donc les stress que l'on vit, c'est pas véritablement des stress où on est en danger de mort, même si ça peut arriver. C'est souvent des stress émotionnels, des stress dus à des émotions, des pensées ou des paroles interprétées comme vexantes voilà. Et c'est ça qui, en règle générale, nous stresse. Mais de toute manière, que ce soit un stress où l'organisme, où on est en danger en termes de notre intégrité, en termes d'intégrité parce que notre vie est en danger, ou que ce soit un stress parce qu'une personne nous a pas forcément menacé ou dit quelque chose qui nous a agressé émotionnellement, les mécanismes biochimiques sont les mêmes. Dans un premier temps, on est en phase 1, adrénaline et noradrénaline qui sont sécrétées par les médullosurrénales. Mais normalement, cette situation stressante devrait s'apaiser, et si elle s'apaise d'ailleurs, tout rentre dans l'ordre et donc on n'a pas à souffrir de problématiques. La phase 2, c'est quand le stress continue, soit que la cause continue, c'est-à-dire que la personne qui nous agresse ou le danger continue de manière constante et puis dans le temps, ou bien la cause n'a plus lieu, mais nous, par nos pensées, nos émotions, on est resté dans cet état de stress et on continue à alimenter par nos pensées, nos émotions, cet état de stress. Donc, dans ce deuxième cas, un deuxième axe hormonal va être sollicité, c'est l'axe corticotrope et activé pour préparer l'organisme aux dépenses énergétiques que nécessitera la réponse au stress. Alors, donc, des nouvelles hormones sont alors sécrétées. Il ne s'agit plus des médullosurrénales, il ne s'agit plus de l'adrénaline et de la noradrénaline, il s'agit des glucocorticoïdes comme le cortisol, la cortisone, etc., qui a pour effet d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Mais si cette situation se prolonge, eh bien, le système immunitaire n'est pas considéré à ce moment-là
comme prépondérant, c'est plutôt le fait de réagir à cette phase chronique de stress. Et à ce moment-là, le système immunitaire va être en immunosuppression, dépression, suppression d'ailleurs on dit. Et en fait, le système immunitaire va être déprimé, c'est-à-dire qu'il sera moins vigilant, moins performant. Et si cette situation continue, on rentre en phase 3, qui est la phase de l'épuisement, où la situation stressante se prolonge encore et encore. Et dans ce cas-là, les systèmes neurohormonaux sont hyper stimulés. En l'occurrence, on a dit que c'est plutôt les corticoïdes qui sont sécrétés. Et si le système neurohormonal est hyperstimulé, eh bien, on va avoir un dérèglement. L'organisme va se dérégler parce qu'il va être submergé d'hormones activatrices qui deviennent néfastes. Et le stress chronique va entraîner des sécrétions élevées de cortisol. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les enfants qui sont dans des familles où les parents se disputent constamment, eh bien, ça crée un stress permanent chez les enfants. Et quand on analyse la salive de ces enfants, ils ont du cortisol, des taux élevés dans la salive, entre autres. Quand le cortisol est élevé une fois terminé, l'action... alors, le stress devient chronique quand le cortisol reste élevé une fois terminé l'action de l'agent stressant. En quelques semaines apparaissent des douleurs, coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, digestion, angoisse, etc. Et d'ailleurs, ce mécanisme qui dérègle tout le métabolisme peut, si une personne, par exemple, subit un stress très important, par exemple, elle perd une personne proche, eh bien, tous ces symptômes, douleurs, manque d'appétit, etc., on n'a pas besoin d'attendre des jours et des semaines. Des fois, ça peut se faire en 24 heures si le stress est hyper intense en termes de ressenti. Alors, le stress chronique va monopoliser les réserves en stérols, en corps gras. Il faut savoir que les hormones sont faites essentiellement de corps gras. Et donc, les corps gras vont être monopolisés pour la fabrication permanente de ces hormones. On a dit en l'occurrence les corticoïdes. Et ben, ça peut se faire au détriment des autres hormones, puisque les hormones ont point commun d'avoir comme matière première, entre guillemets, matière de base. La base, c'est les acides gras. Donc, en fait, il va y avoir une sollicitation très forte pour sécréter en permanence les corticoïdes, et ça peut se faire au détriment d'autres hormones telles que les stéroïdes, telles que la testostérone ou la prégnénolone, la progestérone pour les femmes, etc. D'où une baisse de la libido et aussi de l'activité intellectuelle à visée créatrice. Donc, lorsque l'état de stress devient permanent, les altérations peuvent être plus graves, puisqu'en fait, il peut y avoir une atteinte neurologique, il peut y avoir une atrophie des dendrites, des neurones, de l'hypophyse. Cela affecte la mémoire verbale, la mémoire en contexte, particulièrement le contexte émotif. On s'aperçoit que les personnes qui sont hyper stressées et lorsque ces stress ont duré longtemps, ça peut engendrer des altérations des fonctions cognitives, des fonctions d'apprentissage, de la réflexion et de la mémoire. Et cela peut avoir, lorsque le stress chronique continue, des mois, voire des années, on peut rentrer dans d'autres pathologies. Dans un premier temps, on va avoir la résistance à l'insuline, qui sera suivie ensuite par un diabète, une dépression, une hypertension artérielle, des crises cardiaques mortelles, de l'anorexie, des boulimies, des prises de poids. On s'aperçoit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'il y a deux mécanismes qui sont quasiment toujours présents lors des pathologies, qu'elles soient bénignes ou qu'elles soient importantes. C'est les processus inflammatoires et le stress oxydatif. Eh bien, lorsqu'on subit des stress émotionnels, eh bien, on augmente les processus inflammatoires, on augmente le stress oxydatif, et le stress oxydatif
favorise une augmentation des radicaux libres qui agressent en permanence les membranes cellulaires. Et lorsque ces membranes cellulaires sont altérées, la membrane devient poreuse, les toxiques peuvent pénétrer au niveau de la membrane, au niveau de la cellule, et ensuite faire dégénérer et faire mourir même la cellule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on subit des stress importants? Alors, essayer, ce n'est pas toujours possible de faire en sorte de ne plus être en contact avec l'agent agresseur, la cause qui nous a agressés. Et lorsque cette cause est une cause émotionnelle, donc malgré que l'origine soit, par exemple, si on nous a dit une parole très agressive, même si cette personne est partie, eh bien, l'émotion, les pensées négatives qui ont été générées par cette parole peuvent continuer dans le temps à saboter notre santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Il faut essayer de trouver des dérivatifs. Alors, comme le propose Robert Masson, il faut savoir que le stress refoulé, étant donné que c'est très générateur de pathologies à distance, eh bien, il faut essayer de libérer cette énergie qui est coincée, entre guillemets, si on peut faire une image. Donc, Robert Masson dit que lors d'une agression immédiate, il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire un exercice intense, comme une course en forêt, de la nage, du vélo, etc., afin de provoquer un dispatching de l'influx nerveux sur le plan musculaire, réduisant ainsi 50 à 75% de l'impact du stress. Pour que ça soit plus clair, je vais vous donner une image. Imaginons que une biche soit en danger par rapport à un tigre qui veut l'agresser. Elle va avoir une sécrétion d'adrénaline. Cette adrénaline au contact du foie va permettre la libération de glycogène, qui est du glucose hépatique, qui va se transformer en glucose. Et ce glucose va permettre au chevreuil d'avoir de l'énergie supplémentaire pour courir. Chez nous, c'est le même mécanisme. Lorsqu'on est agressé, on a des sécrétions qui font qu'on a une libération du glycogène qui se transforme en glucose. Mais ce glucose va augmenter, il va y avoir donc plus de glucose dans le sang, mais on ne va pas forcément courir derrière. Donc, ce glucose en excédent peut être à l'origine si le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline, résistance à l'insuline et ensuite prédiabète et diabète. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la résistance à l'insuline, le prédiabète et le diabète sont des pathologies qui font suite à un stress chronique. Donc, si lorsqu'on subit un stress, on se met à courir, on se met à faire du sport, on va utiliser cette énergie, ce glucose va être brûlé, oxydé, et donc il n'aura pas l'effet néfaste. Au contraire, s'il était resté dans le sang, et donc étant donné que le sang ne peut pas tolérer une augmentation du taux de sucre sanguin, il va être obligé de sécréter de l'insuline, qui va permettre à cet excédent de rentrer au niveau cellulaire. Donc on voit tout le mécanisme qui s'ensuit. Et si le stress est chronique, il y a sécrétion d'insuline en permanence, et lorsqu'il y a trop d'insuline qui est sécrétée, il y a résistance à l'insuline. Les récepteurs cellulaires sont de moins en moins sensibles à l'insuline, et donc il faut de plus en plus de sécrétion d'insuline, et ensuite le pancréas s'épuise. Voilà. Donc, le fait de courir, le fait d'avoir une activité physique va brûler cette énergie excédentaire. Ou bien, il y a une autre possibilité, c'est de prendre un bain, une douche, car la peau fait partie, comme le système nerveux, de l'ectoderme, et l'eau ruisselant sur la peau, sur les terminaisons nerveuses de la peau, va permettre une véritable douche du système nerveux. D'ailleurs, on sait très bien que l'eau chaude va provoquer une vasodilatation, c'est-à-dire que la circulation sanguine va être accrue, les échanges cellulaires vont être accrus, et en plus de ça, ça permet d'harmoniser les fonctions biochimiques du corps qui ont subi un stress important. Donc, soit vous pouvez courir, faire un sport qui va permettre de
brûler l'énergie supplémentaire qui vous a été portée sous forme de glycogène et de glucose, soit vous essayez de prendre une bonne douche chaude qui va permettre ça va provoquer une sorte de relaxation via l'ectoderme, via la peau, sur les terminaisons nerveuses, et d'une certaine manière, ça va permettre à l'organisme qui est stressé de se libérer de ce stress, et les processus biochimiques vont être améliorés. Voilà. Ensuite, il y a, alors ça, c'est pas Robert Masson qui le propose, c'est le docteur Tal Schaller. Il propose ce qu'on appelle le yoga du rire, ou le yoga qui permet de libérer les émotions. Alors, vous pourrez trouver ces vidéos de Tal Schaller sur la chaîne, sur YouTube. Vous mettez Tal Schaller, yoga Tal Schaller. Et par exemple, il y a l'exercice du tigre, l'exercice de l'ours, où on essaye soit de rugir comme un lion, soit de pousser des cris comme un ours ou un tigre. Et le fait de crier, de laisser passer de l'énergie, eh bien, sous forme de cris ou de hurlements, ça permet de se libérer des tensions. Et c'est une manière de ne pas garder le stress en nous, qui est très destructeur. Donc, pensez, lorsque vous avez subi un stress important, à réagir rapidement, soit une activité sportive, vous allez courir, vous allez avoir de l'exercice physique qui va permettre à l'énergie qui s'est stockée, enfin, cette transformation de glycogène en glucose, d'être brûlée, d'être oxydée. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, essayez de prendre une bonne douche chaude et d'essayer aussi d'écouter de la musique ou de vous faire un massage, ou voilà, d'essayer de vous relaxer. Et troisième possibilité, le yoga du rire. Le fait de rire permet de libérer des émotions. Soit vous pouvez aller chercher des vidéos qui vont vous permettre de rire un bon moment, ou bien vous pouvez essayer de faire le yoga qui est proposé par Tal Schaller, qui imite le cri de certains animaux, et ainsi ça permet de vous libérer de stress qui entraîne des altérations graves, hein, puisque, alors, Robert Masson avait fait une très belle explication. Il avait expliqué que le psoriasis, hein, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est lorsque la peau se dessèche, il y a une desquamation importante, et on sait qu'on a ça au niveau des cheveux ou de la peau. On a le cuir chevelu, on a la peau qui se dessèche, d'ailleurs, ça entraîne des démangeaisons, et puis sur le plan esthétique, c'est très inesthétique. Et il avait expliqué que pourquoi ça se produisait dans certains cas à la suite de stress. C'est parce que le stress, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça monopolise beaucoup de corps gras qui sont nécessaires à la fabrication des stérols, qui sont nécessaires pour faire face à une augmentation des corticoïdes. Et comme toutes les hormones sont faites de corps gras, ça peut être au détriment de certaines hormones comme la testostérone. Mais comme l'organisme a besoin de beaucoup de corps gras, il peut très bien à ce moment-là utiliser les corps gras qui sont nécessaires au renouvellement de la peau, parce qu'il considère que réparer les... Ah oui, il faut savoir une chose, c'est que le stress va provoquer une altération des membranes, entre autres des neurones. Le corps, dès que le stress va être terminé, ou en phase où il y aura moins de stress, il va vouloir réparer ces agressions qui ont eu lieu au niveau des neurones, et ça peut se faire au détriment des stérols, des corps gras qui auraient dû être utilisés pour le renouvellement des cellules de la peau. Donc, on peut avoir une desquamation, on peut avoir un psoriasis ou un eczéma qui est une conséquence d'un stress très important dû à une sollicitation, à une monopolisation des corps gras pour assurer la synthèse importante des corticoïdes. Voilà, donc on a vu toute une palette de ce que un stress aigu qui se transforme en stress chronique peut engendrer comme répercussion en termes de pathologie.